Nous sommes très heureux de vous recevoir pour votre livre Le jeu et le nous, qui vient de sortir aux éditions du Cerf, avec un sous-titre qui explicite bien le propos de l'ouvrage, Une histoire de la pensée politique des origines à nos jours. Donc c'est un livre tout d'abord qui s'enracine dans vos précédents ouvrages, ceux sur le conservatisme et puis celui paru l'an dernier sur la grande conversion, donc le rapport entre l'Église catholique et la liberté à l'époque contemporaine. C'est un livre frappant par son érudition, par le nombre d'auteurs cités. On est pendant 2500 ans de Platon et Aristote à Judith Butler et Ratzinger. J'aime beaucoup le parallèle. Ce qui montre bien aussi l'éclectisme de l'ouvrage. On retrouve aussi beaucoup de citations, beaucoup de commentateurs. Un livre qui frappe aussi par son intelligence, par le sens de la nuance que vous avez, par aussi un des grands enjeux du livre, qui est le rapport entre les classiques et les modernes que vous nuancez à chaque chapitre, et puis qui frappe aussi par sa maîtrise grâce au fil rouge du jeu et du nous qu'on retrouve vraiment à chaque chapitre. Alors, ma première question est toute simple, c'est d'où est venu ce titre et votre intuition que c'était une clé de lecture pour la pensée politique, et bien sûr, est-ce que vous aviez en tête aussi le jeu et le tu de Martin Buber au départ ? En fait, je vais vous dire la vérité, c'est que je suis arrivé un jour, où est-il ? Dans le bureau de mon éditeur Jean-François Colosimo, il est déjà parti. Il fume sa clope. Donc je vais pouvoir dire des trucs. Je suis arrivé un jour dans son bureau, j'avais ce projet en tête, et je lui disais... je ne sais pas exactement, je ne veux pas que ça soit un manuel aride et pénible, pour ne pas dire le mot que vous avez imaginé que j'avais sur les lèvres, un énième manuel indigeste d'histoire des idées politiques. Donc je veux que ce soit sous une forme beaucoup plus, vraiment, enfin, un fil rouge d'histoire, avec un propos tenu, etc. Et à un moment donné, je dis, mais je ne sais pas exactement. Enfin, j'étais dans le moment où l'accouchement était, enfin, c'était avant d'écrire, où je ne savais pas trop. Et donc là, Jean-François, dans ce cas-là, généralement respire un grand coup. Il me dit, bon, dis-moi ce que tu veux dire. En 2 minutes. Donc en 2 minutes, je lui dis ce que je veux dire. Et donc là, il se lève, il va à son ordinateur, je me dis, je sais ce qu'il fait, il a une idée de titre, il regarde s'il n'est pas déjà pris 40 fois. Il se lève et il me regarde, il me dit, le jeu et le nous. Et je le regarde, je lui dis, bah, c'est ça. Voilà, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et effectivement, c'était... le fil rouge de pas mal de mes travaux, notamment le livre qui s'appelait Résister au libéralisme, que j'ai aussi édité avec Jean-François dans une autre maison naguère, qui était sur la grande controverse entre les penseurs libéraux, notamment John Rawls, et les communautariens américains. Donc en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, cette espèce de jeu entre le jeu et le nous. Voilà. Voilà. Et donc pour Martin Buber, est-ce que c'était... Non. Non, c'était vraiment... Okay, non, c'était autre chose. C'était vraiment l'individu et la communauté, en fait. Comment se joue cette relation qui est aussi vieille que l'humanité, puisque si on pense, ce que je pense, que l'homme est un animal politique, bah, depuis le début, il est dans cette espèce d'articulation qui peut parfois être en tension entre le jeu et le nous, et l'individu et le collectif. Alors c'est un livre qui aurait pu aussi s'appeler Une histoire du bien commun, parce que c'est vraiment une notion qu'on retrouve dès la page 2 de l'introduction, et qu'on retrouve vraiment à chaque chapitre. Alors c'est une notion qui parle beaucoup au milieu catho, et en même temps c'est une notion, on a beaucoup de mal à l'expliciter, à la rendre concrète. Par exemple, Thomas d'Aquin nous dit « les partis sont pour le tout ». Moi, je trouve que c'est une phrase qui peut m'inquiéter en tant qu'individu. Donc, comment on pourrait montrer concrètement ce que ça veut dire le bien commun, qui est vraiment un peu la solution entre le jeu et le nous ? Oui, alors d'ailleurs, quand Thomas dit les partis sont pour le tout, c'est dans un contexte très précis, là je ne peux pas développer ici, mais entre parenthèses, le chapitre sur Thomas est celui qui m'a donné le plus de fil à retordre, parce qu'en réalité, c'est pas que Thomas d'Aquin soit compliqué dans la lecture, parce qu'il est toujours d'une grande clarté, mais en réalité, comme les éléments politiques sont disséminés dans son œuvre, on a parfois du mal à faire le lien entre tout ce qu'il dit, et je rends hommage à mon ami Vincent Aubin, qui est lyonnais, avec lequel j'étais hier soir à Lyon, qui m'a énormément aidé à accoucher de
ce chapitre sur Thomas qui n'était pas évident. On peut dire que le bien commun, c'est l'idée. Au fond, le premier qui en parle vraiment fondamentalement de manière remarquable, c'est Aristote. Il faut bien voir que Aristote, c'est quelqu'un pour lequel la politique, c'est l'art de la composition. C'est-à-dire qu'Aristote sait que dans une cité, il y a des individus, des personnes, des groupes qui ont des intérêts différents, qui ont et qui peuvent ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, mais qui pensent qu'on peut, par le raisonnement, par le dialogue, par le débat, par la confrontation positive, trouver un bien supérieur qui est celui de la cité et sur lequel on peut effectivement abandonner un certain nombre d'intérêts particuliers parce que, et c'est là où c'est très important, c'est que parce que le bien commun n'est pas un truc en surplomb qui vient écraser, je dirais, les individus et leurs biens individuels, mais que ça fait partie intégrante de la nature humaine, qui est une nature politique, de pouvoir dépasser son propre moi individuel pour œuvrer pour une cause commune. Et en fait, c'est ça qui est magnifique dans l'idée de bien commun, c'est que ce n'est pas du tout quelque chose qui atrophie l'individu, c'est quelque chose qui, au contraire, l'épanouit et lui donne un horizon élargi par rapport à l'horizon qui peut être parfois un peu étroit de sa pomme, quoi, et de son propre intérêt personnel. Voilà. Et donc, quand on parle de bien commun, on n'est pas du tout dans l'idée qui a été celle que, par exemple, les réactionnaires au XIXe siècle ou au XXe siècle ont eu du bien commun, qui était au contraire justement cette idée que le bien commun, c'est le bien de la nation qu'on va vous imposer, et si vous n'êtes pas content, ça va barder. Non, c'est pas du tout ça. L'idée traditionnelle du bien commun, l'idée de la politique classique du bien commun est beaucoup plus subtile, et elle est vraiment, au fait, elle est au bénéfice de l'homme et de l'individu lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors c'est un parcours historique qui est marqué par de nombreuses ruptures. Il y a par exemple la rupture de Machiavel qui est l'entrée dans la modernité, la rupture des totalitarismes. Mais j'aimerais revenir sur la rupture de la Révolution, parce que pour les auteurs que vous étudiez, ce qui est frappant dans la Révolution, c'est pas tant les droits de l'homme ou la souveraineté nationale, c'est le fait que la démocratie peut être une tyrannie. C'est vraiment comme si on avait la preuve que la démocratie, c'est peut-être contre-intuitif pour nous, pouvait être un régime problématique. Oui, alors c'est drôle parce que je sors de 2 jours de cours à l'IRCOM à Lyon, où on a travaillé sur Tocqueville notamment. Et effectivement, on s'est évidemment posé cette question. Et c'est aussi une des choses que je leur disais, que la pensée de Tocqueville nous aide à comprendre. En fait, ce qu'on oublie très souvent, c'est que il y a une expression qui est très très mauvaise, je trouve. On dit souvent les contre-révolutionnaires. Et quand on parle des contre-révolutionnaires, on les assimile aux réactionnaires, c'est-à-dire à Joseph de Maistre ou à Louis de Bonald, à Maurras plus tard au XXe siècle. En réalité, à peu près tous les penseurs sensés de la première moitié du XIXe siècle, quelle que soit leur appartenance intellectuelle, qu'ils fussent réactionnaires, conservateurs ou libéraux, étaient extrêmement échaudé par ce qui s'était passé à la Révolution française, pour une raison très simple. La Révolution française s'est faite au nom de la liberté et a créé en Europe le régime le plus liberticide que notre histoire européenne a jamais créé. Donc c'est quand même très embêtant. Et donc derrière, vous avez immédiatement, par exemple, quelqu'un comme Benjamin Constant, qui est sur une analyse extrêmement fine de la question, en disant « Moi, je suis un moderne, j'accepte la souveraineté populaire, mais je ne veux pas qu'au nom de la souveraineté populaire, on confère au pouvoir politique un pouvoir sans limite, sous prétexte qu'il serait issu de la volonté populaire, parce qu'on a trop vu qu'un pouvoir issu de la souveraineté populaire peut être confisqué par une petite minorité qui peut devenir une minorité terroriste. Et en réalité, les libéraux, dans la première moitié du XIXe siècle, se disent, mais en fait, pourtant, Montesquieu nous l'avait bien dit, il nous avait bien dit qu'il fallait que le pouvoir ait le pouvoir, que le pouvoir ait des limites, mais en fait, on n'a pas su en tenir compte. Donc comment peut-on faire ? Et c'est une interrogation et une sorte d'angoisse permanente dans la pensée libérale, dans le grand libéralisme politique, qu'on confond beaucoup trop d'ailleurs avec le libéralisme économique, et qui est vraiment tout à fait autre chose. Il y a un autre leitmotiv dans tout le livre, chez de nombreux auteurs, c'est le fait pour être un bon citoyen, il faut avoir de la vertu.
C'est-à-dire, ça peut reprendre plusieurs formes, hein, la vertu chez Aristote, mais on a aussi l'esprit civique, l'engagement. Il y a un auteur qui parle aussi de fair play. Ratzinger parle de conviction, comme si c'était exigeant de participer à la démocratie, en fait. Oui, en fait, participer à la vie de la cité, c'est... Alors, pour les anciens, la politique, c'était le lieu de la vie bonne. C'est-à-dire qu'en réalité, l'être humain ne pouvait mener une vie épanouie, une vie bonne, une vie conforme à sa nature profonde, qu'en participant à la vie de la cité. Vous remarquez tout de suite que c'est absolument antinomique avec toute forme de despotisme. Et d'ailleurs, dès le début, dès Platon, le régime politique qui est considéré comme le pire de tous, c'est la tyrannie. Et là-dessus, il n'y a jamais eu débat. Enfin, il n'y a jamais eu débat, sauf quand la modernité arrive avec Thomas Hobbes, qui nous dit les individus décident de faire un contrat social et pour leur sécurité, ils remettent toute leur liberté et tout leur pouvoir dans un État tout-puissant qui est le Léviathan. En fait, c'est la modernité qui invente un pouvoir sans limite que pendant 2000 ans, on n'avait jamais pu théoriser comme cela, sauf à le comprendre comme le pire des régimes. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu, et je crois que j'ai oublié la question que vous posiez. C'était sur le fait que... Alors, en gros, vous voyez, par exemple, dimanche dernier, il y avait une élection ici, dans l'arrondissement, oui. Et il y a eu 25% de participation. Oui. Donc, est-ce que ça vous paraît symptomatique de cette idée que la vie de la cité pouvait se passer de la vertu, de l'engagement des citoyens ? Bon, après, je ne suis pas sûr que l'engagement dans la cité se résume à mettre un bulletin dans l'urne, parce que quand on fait ça une fois par an, on n'est pas toujours très, très engagé dans les affaires de la cité. Donc, effectivement, l'engagement dans la vie locale, dans la démocratie participative, peut être important. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de participer à la vie de la cité à l'échelle, évidemment, d'un État moderne qu'à l'échelle d'une cité comme la cité grecque, où, malgré tout, ça restait encore assez possible. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé le régime représentatif, qui fait qu'en fait on délègue à des représentants la possibilité d'agir pour la cité, mais avec le risque qui est toujours évident de la confiscation de l'activité politique par les représentants au profit de quelque chose qui n'est pas toujours le bien commun et qui n'est pas toujours la volonté de ceux qui leur ont donné un mandat de représentant. Donc ça, c'est la complexité inhérente à une démocratie moderne dans un État aux dimensions grandes, comme le sont les États modernes. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a sans doute des moyens de réactiver la conscience citoyenne. Tocqueville l'avait très bien vu. Il disait, au fond, si on ne veut pas que la démocratie, parce qu'il avait vu que c'était le danger de la démocratie moderne, devienne un repli individualiste de chacun sur sa petite sphère privée, il y a deux solutions, disait-il, pour faire sortir les individus modernes de leur individualisme, hein, qu'il oppose à l'égoïsme des anciens. C'est, dit-il, d'abord la vie associative, parce que la vie associative, elle permet à l'individu de sortir de sa zone de confort et de sortir juste de lui-même pour participer à une œuvre collective. Et puis, disait-il, il y a la religion, parce que la religion, elle apprend à aimer son prochain, donc elle apprend normalement, si on est à peu près cohérent, à s'occuper des affaires des autres et pas seulement des siennes. Mais il avait bien vu que c'était le risque inhérent de la démocratie moderne, qui, je rappelle pour lui, n'est pas tant un régime institutionnel qu'un état des mœurs, que la démocratie moderne recèle en elle-même le danger de l'individualisme qui, dit-il, fait qu'un État peut devenir très facilement despotique. Parce que si chacun reste dans son coin et laisse à l'État le monopole de la politique, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire moi je fais comme je veux, et puis de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc ça, il l'avait très bien vu. Un des chapitres les plus marquants du livre, c'est celui sur les avatars du progressisme, sur les dérives que vous pointez, le wokisme, la théorie du genre, l'antispécisme. Donc c'est vraiment un chapitre très stimulant et très convaincant. Est-ce qu'en regard, on aurait pu imaginer un chapitre sur tout ce qui est les dérives illibérales ou post-libérales qu'on entend peut-être un peu parler de ces temps-ci dans certains gouvernements d'Europe ou ailleurs? C'est une autre dérive, et c'est d'un point de vue politique, je dirais la dérive inverse, et je dirais que les deux sont appelés à progresser ensemble dans une sorte d'impossibilité de débat. Mais en fait, si je n'ai pas parlé de ça, c'est qu'il y a
pardon, mais il n'y a pas tellement de penseurs notoires des dérives illibérales de nos démocraties. Voilà, c'est ni M. Orban, ni Mme Meloni, qui sont des grands penseurs politiques qui avaient leur place dans ce livre. Alors qu'il y a quand même dans cette pensée politique progressiste des gens qui ont quand même fait une œuvre philosophique très contestable, mais enfin qui au moins essayent de se mettre au niveau de cette histoire de la pensée politique. C'est pour ça que je n'ai pas parlé des autres. Alors, effectivement, les deux dangers sont parallèles. Alors ça ne serait pas une surprise pour ceux qui vous connaissent, mais votre livre se termine par un chapitre sur l'apport de la pensée chrétienne. On retrouve Jean-Paul II, Ratzinger, Gaston Fessard. Quel est pour vous Maritain, bien sûr, l'apport le plus précieux pour nos démocraties aujourd'hui que de la pensée catholique ? D'abord, je précise pour mes amis qui sont ici et qui ne seraient pas catholiques, c'est que j'ai suffisamment dit de mal de la pensée politique de l'Église catholique au XIXe siècle pour pouvoir dire du bien de celle de la fin du XXe et du début du XXIe. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, je suis pas en train de faire le catho de service. Voilà. Ce que je crois, c'est que l'histoire de la pensée politique moderne est aujourd'hui à une croisée des chemins. C'est qu'il y a effectivement cette dérive progressiste qui menace la modernité de s'autodétruire, parce qu'en fait, en niant totalement la possibilité du commun, par la multiplication et l'absolutisation des revendications catégorielles, individuelles ou collectives, mais qui ne peuvent plus être mises dans un espace commun de discussion. Et que donc la seule solution qu'ont trouvé un certain nombre de philosophes, et il n'y a pas eu que les catholiques, il y a eu avant Hannah Arendt, Léo Strauss, les communautariens américains, c'est d'essayer de remettre la pensée du commun et du bien commun, non pas en niant l'apport de la modernité, et dont l'apport principal est l'idée de liberté individuelle, mais en disant qu'en fait les deux sont absolument articulables et sont nécessaires l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir pour le bien commun si on n'est pas libre, c'est évident, mais en même temps, le bien commun intègre la liberté. Et c'est ce que, par exemple, l'Église n'avait pas compris dans le long XIXe siècle, c'est que la liberté individuelle n'est pas du tout en opposition avec le bien commun, mais c'est qu'elle intègre le bien commun. Elle intègre le bien commun. Le bien commun, c'est aussi le bien des individus qui sont des individus libres. Et s'ils ne sont pas libres, il ne peut pas y avoir de bien commun. Donc ça, c'est une idée qui a été vraiment très 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 bien développée depuis le Concile. Et effectivement, les noms que vous avez cités, mais je pense que celui qui est le plus chirurgical, c'est comme toujours Ratzinger, parce que quand il écrit, il n'y a pas un mot de trop, et en fait, on se dit, oui, c'est ça. Enfin, moi, oui. Et le dernier mot du livre, c'est amitié. Je ne sais pas si c'était voulu, mais en tout cas, ça peut être un peu surprenant dans un livre sur la pensée politique de terminer par quelque chose qui semble soit du familial, soit de l'amical, de l'individuel en tout cas. Oui, en fait, je finis par ce mot qui renvoie presque au début du livre, puisqu'en fait, le fondement de la politique d'Aristote, c'est l'amitié. Aristote dit, au-delà même de la justice, qui est nécessaire pour la cité, il y a quelque chose de plus fondateur qui est l'amitié. Alors l'amitié, c'est pas juste d'aller boire un pot ensemble. Enfin, tout à l'heure, on va aller boire un pot et on sera en amitié. Mais ce que je veux dire, c'est l'amitié, c'est aussi et surtout politiquement de sentir que ce qui nous lie dans une même cité, c'est une amitié. Nous aimons des choses en commun. Et donc, c'est véritablement ça. Et je pense que c'est une véritable question qu'on peut se poser aujourd'hui dans un pays comme le nôtre, comme la France, c'est de se dire finalement, avec nos concitoyens qui ont parfois des positionnements philosophiques, religieux, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, politiquement différents, etc. Qu'est-ce que nous aimons en commun ? Sur quoi, en fait, on a envie de mettre l'accent en disant « c'est ça que nous voulons pour ce pays ». Ça peut être la liberté, ça peut être juste de gagner du fric pour regarder sa série Netflix dans un canapé confortable le soir. Bon, on voit qu'entre les deux, il y a peut-être un truc qui est un peu mieux que l'autre. Mais qu'est-ce qui nous lie ? Qu'est-ce qu'on aime ensemble ? Saint-Augustin disait très très bien, c'est qu'une cité, c'est des gens qui, dans la paix, poursuivent des biens ensemble qu'ils aiment.
Mais en fait, je crois que les politiques ne se posent plus de la question de savoir qu'est-ce qu'on aime en commun. Et en fait, comme personne ne pose la question, c'est un impensé de la politique aujourd'hui. Et donc, quelque part, le discours politique devient absolument sans consistance. Une dernière question avant de laisser la parole au public. Donc vous donnez un cours d'histoire des idées politiques à la Cato et à l'IRCOM de Lyon. Et quand vous donnez ce cours, qu'est-ce qui frappe vos élèves? Okay. Faut demander à Pierre. Est-ce qu'il y a un auteur, un passage, une période ou une découverte qu'ils font, qui vous a marqué? Pierre, vous dites? Merci. Un auteur qui m'a marqué... avec Monsieur Quenin. Je pense Montesquieu, parce que ça rallie une question aussi que vous aimez, donc le dialogue entre ancien et moderne, et toute la question quand même de la liberté, entendue comme sûreté, et du rapport au collectif, et qui est quand même un moment, en tout cas dans votre cours, était aussi un moment, je trouve, assez important, et qui représentait un peu toutes les contradictions de la modernité, tout en essayant de penser une autre politique dans les conditions de la modernité. Voilà, je dirais cela. Ben voilà, donc vous avez eu votre réponse. C'était mieux que ce soit un étudiant, un ancien étudiant, qui réponde que moi. Merci beaucoup François. Merci Guillaume. Je pense qu'il y a peut-être des questions dans le public sur ce livre. Bah, moi j'ai une réponse, mais qui est une réponse chrétienne, c'est-à-dire que c'est la part de mal qui est marquée par la chute originelle qui fait que l'homme, il est fait pour cette amitié politique, mais qu'en même temps, il a beaucoup de mal à ne pas penser d'abord à son intérêt personnel, voilà, et que c'est cette tension qui est là. Je suis persuadé que alors. Je pense que quand on parle de l'amitié, tout ça, on n'est pas en train de rêver d'une politique qui serait une politique parfaite. D'ailleurs, tous ceux qui ont rêvé d'une politique parfaite ont fini par faire des régimes absolument épouvantables, notamment les régimes totalitaires qui visaient tous une perfection. Donc surtout, quand quelqu'un vise la perfection, moi je pars en courant, surtout en politique. Donc, mais c'est de dire que malgré tout, malgré la faiblesse de l'homme, malgré ce qu'il est, malgré le fait qu'il a cette tentation de son propre intérêt, il est capable, par l'éducation, par l'entraînement, de poser des actes qui vont au-delà de ça, et que c'est possible. Voilà, et que c'est possible. Et que cette amitié, elle est possible. Mais sans cette amitié, il n'y a aucun intérêt à aller chercher autre chose que son propre intérêt personnel. C'est bien parce qu'il y a cette amitié qu'on peut peut-être à un moment donné dépasser ça. Enfin, il me semble que c'est ça la manière dont je vois les choses. Mais ça rejoint ce que je disais hier aux étudiants de l'IRCOM en parlant de Tocqueville. L'analyse que Tocqueville fait dans l'Ancien Régime et la Révolution, qui est une critique assez forte de la monarchie absolue, c'est de dire qu'elle a cassé ces lieux avant même la Révolution, qu'elle a cassé ces lieux de sociabilité qui, justement, préparent à l'accès aux politiques. Et qu'il n'y a plus... Il dit qu'il y a un vide entre l'État et les individus, et que c'est dans ce vide, dit-il, que les passions révolutionnaires les plus folles vont pouvoir se développer. Donc, effectivement... Absolument, qui sont des trucs fermés dans l'entre-soi et qui ensuite deviennent ce qui deviennent ceux qui font la révolution, notamment jacobine. Mais je pense que, pour ne pas être désespéré, on voit quand même qu'il y a quand même des gens aujourd'hui qui s'impliquent dans le monde associatif. Par exemple, ça reste vivant dans un pays comme la France. Donc il y a quand même des gens qui ont conscience de cela. Bon, on parle aujourd'hui, par exemple, alors ça fait un peu parfois bobo machin, mais le retour au local, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, parce que le retour au local, ça passe par des vraies relations incarnées réelles qui font que, en fait, on vit une véritable sociabilité
qui peut être le marchepied à quelque chose d'autre, à un niveau plus politique. Je ne sais pas si je saurais bien répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un modèle politique très centralisé en France, et pas seulement depuis la Révolution, mais en fait depuis, en gros, le XVIIe siècle. C'est vraiment dans notre ADN. Alors ça a eu des très bons côtés, hein. C'est-à-dire que ça a été aussi la force d'une conception de l'État qui est chez nous très forte et qui a pu être très bonne par certains moments. Mais c'est vrai que bon, après, à part les cantons suisses, il n'y a pas quand même de pays qui vivent, j'en sais rien, hein, l'Under allemand, oui, je sais pas. Oui. Moi, ce que je pense véritablement, c'est que même nos concitoyens, même ceux qui n'ont jamais fait de la pensée politique et qui n'ont jamais lu Aristote et tout ça, savent intuitivement que l'élite politique, quelque part, les a trahis et en fait ne gouverne plus pour le bien commun. Et que ça, là, les gens le savent, le sentent. Et qu'ils sont incapables de le démontrer, ils sont capables de le prouver, parce que c'est très compliqué à faire. Ça demanderait évidemment parfois des registres techniques qu'ils n'ont pas. Mais je pense que c'est ça, et qu'il y a une sorte de désespérance par rapport à la classe politique, et donc d'une sorte de rejet, y compris même quand des gens font des trucs bien. Donc c'est ce qui peut devenir extrêmement embêtant, c'est-à-dire qu'a priori, il y a cette désaffection, me semble-t-il, qui explique un certain nombre de votes qui sont plus des votes par défaut et qui s'agrègent sur des mécontentements, voire sur une forme de désespoir, que sur des convictions profondes, au sens positif, charpenté, etc. Moi, je crois vraiment qu'il y a cette espèce de sentiment d'abandon par rapport au pouvoir politique, et cette espèce de se dire qu'au fond, le bien commun n'est plus poursuivi par l'élite politique, même si ce n'est pas les mots qu'ils mettraient. J'ai choisi de ne pas parler de Kant, ni de Spinoza, parce que d'abord, c'est plus des philosophes que des philosophes politiques, et puis que le traité théologico-politique de Spinoza m'ennuie à un point, voilà, et que je trouve qu'il n'est pas très intéressant dans cette histoire. Et que ce que dit Kant sur les droits de l'homme, etc., d'autres l'ont dit avant lui, donc en fait, que je pouvais faire l'impasse. Voilà. Et puis de toute façon, c'est moi qui choisis. Hein. Ils ne sont pas contents, ils avaient écrit autrement. Voilà. Ah mais complètement. Je pense que cette dialectique du jeu et du nous, cette tension créatrice de la politique, en fait, de la pensée politique depuis 2500 ans, elle est là depuis le début. Et elle est toujours là. Et effectivement, c'est exactement ce que tu disais, une certaine pensée libérale de la deuxième moitié du XXe siècle, les libertariens, mais pas que. Hayek, par exemple, sont des gens qui disent, en fait, Hayek dit, il n'y a pas de fin commune. Il y a juste des fins individuelles qui peuvent éventuellement, par hasard, converger. Bah, ok, d'accord, donc pour lui, il n'y a pas de nous. Et donc, il y a un certain libéralisme pour lequel il n'y a pas de nous. Et effectivement, les totalitarismes, c'est la négation du jeu, mais c'est aussi la négation du nous, puisque le nous est cette composition entre des jeux qui existent, alors que là, le nous, toute la place est prise par l'État totalitaire, et donc il y a la mort du nous. Voilà. Je suis aussi inquiet que toi, et je pense que la dégradation du démos en oglos, comme tu le dis, c'est quelque chose qui est exactement parallèle à la dégradation d'une élite politique au bon sens du mot qui est là au service, en ce que c'est dans beaucoup d'endroits de France, de Navarre et d'outre-Atlantique. Donc voilà, et effectivement, mais ces deux dégradations sont exactement, rigoureusement parallèles. Parce que le démos, au sens grec d'un peuple qui fait cité, ne peut exister que si la cité est vraiment une cité, parce que ses gouvernants la considèrent comme une cité. Sinon, c'est autre chose.
Et malheureusement, on est peut-être en train d'aller là-dedans. Bon, mais là, on s'éloigne un tout petit peu, parce que on est dans la politique très concrète, et je n'ai pas voulu trop... voilà, enfin, c'était pas le sujet, je n'ai pas trop abordé ça. Mais effectivement, oui, je partage l'inquiétude. Alors, ça se recoupe en partie, bien sûr, mais dans le bien commun, il y a quelque chose de... Enfin, c'est plus joli quand même, bien commun, que intérêt général. Hein, quand même. Intérêt, c'est intérêt, bon. Général, oui, c'est pas mal, mais non, enfin, dans le bien commun, dans cette expression, ce qui est important, c'est qu'il y a bien. C'est-à-dire que, en fait, ce qui meut normalement le politique, c'est d'agir pour le commun, mais pour un bien, pour quelque chose qui soit bon pour la cité, pour une vie bonne. L'intérêt général, c'est pas contradictoire avec ça, mais c'est peut-être une expression un petit peu plus restreinte. Alors je ne parle pas du point de vue juridique où effectivement l'intérêt général a sa noblesse juridique, tout à fait. Voilà. Est-ce que l'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers ? Normalement non. Normalement non. Mais on comprend mieux que quand on dit que le bien commun est une sorte d'assomption des biens individuels sans les nier, en les intégrant et en les sublimant, si on emploie des mots un peu, un peu forts, alors qu'effectivement, on pourrait imaginer que l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers, sauf que ça ne marche pas, parce que c'est pas plus, c'est généralement plus-moins qui se contredisent et qui s'annulent. Donc ça ne peut pas être que ça, de toute façon. Oui, moi je crois ça. Enfin, je crois ça et j'en suis terriblement triste et inquiet parce que ça ne peut pas fonctionner à terme, sauf à créer des réactions qui seront imprévisibles, incontrôlables, violentes. Et le pire qui puisse arriver, c'est que dans cette dégradation de notre démocratie moderne, un jour, on se dise, enfin le on, hein, c'est un on, que finalement, un bon vieux despote, ça refoutra les trucs d'équerre. Mais ça, c'est le... Enfin, les Grecs nous disaient déjà que quand le modèle démocratique commençait à tanguer, ça évoluait vers une tyrannie. Donc on sait ça depuis le début. Donc est-ce que c'est ça qu'on veut? Mais en tout cas, je pense qu'on agit peut-être comme si on le voulait, alors qu'on ne le veut pas, bien évidemment. Mais... C'est une complexification des choses. Le problème, c'est qu'elle ne date pas de la modernité. Hein. L'Empire romain, c'est déjà le problème de l'Empire romain. Et déjà, Cicéron sent ça. Cicéron sent, en fait, le premier, par rapport aux Grecs, Cicéron, c'est le premier qui sent qu'en fait, un être humain est à la fois un citoyen romain et puis autre chose. Et qu'il y a une humanité générale. Pour le grec, je suis athénien, je suis un homme universel. Et d'ailleurs, l'homme le plus universel du monde, c'est l'athénien. Donc pour le grec, c'est simple. Pour le romain, dans la République romaine, qui est déjà très étendue, et dans l'Empire, donc ça date déjà de là, cette complexité. Et d'ailleurs, l'Empire, tous les empires sont destinés d'ailleurs à s'effondrer un jour politiquement, et c'est pour ça qu'on a inventé une autre forme politique, qui est la nation, qui était censé être un juste milieu entre la cité et l'empire. Et que ça a quand même été le lieu dans lequel les démocraties modernes se sont en fait implantées. C'est pas dans la forme impériale, ni dans la forme de la cité, c'est dans la forme nationale. Et ça, on l'oublie beaucoup trop. Et alors, je ne veux pas du tout avoir l'air de ne pas répondre, mais en fait, là, ce que j'ai pas dit quand je parlais du bien commun tout à l'heure, et c'est extrêmement important, c'est que le bien commun, c'est pas un mantra comme ça qui vient du ciel et qu'on plaque sur en disant c'est ça le bien commun. C'est quelque chose qui se recherche en permanence. C'est chaque matin qu'il faut refaire le bien commun. Donc c'est quelque chose qui se défait plus vite qu'il ne se fait. Et donc c'est une quête permanente et en permanence recommencer. Et c'est ça qui est beau dans la politique, parce que c'est la vie même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours à recommencer.
Non, et celui qui dit que c'est figé, moi je me dis danger, parce que c'est sûrement pas le bien commun, et c'est sûrement un truc complètement foireux qui s'appelle une idéologie. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est tout le temps en réflexion permanente. Voilà. Mais c'est chouette.